vous le voyez, les nouveaux acteurs de l'énergie, témoignages de start-up de l'énergie, on va les accueillir et on va commencer par Maxime, Maxime Barois, Sales Manager, qui va nous rejoindre sur scène et qu'on va accueillir pour nous parler de Fieldbox.ai, la start-up spécialiste des services liés au cycle de vie des IA dans l'industrie. Maxime, je t'invite à nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Je t'en prie, je crois qu'on a des slides à présenter pour soutenir ton propos. Je t'en prie. Alors, je vais vous présenter la société Fieldbox et je vais vous parler plus particulièrement de l'IA au service de la transition énergétique. Fieldbox, c'est une PME française qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle pour l'industrie et les collectivités. Et notre mission, c'est d'apporter des outils à nos clients pour les aider dans leurs décisions et pour les aider également à améliorer leur efficacité opérationnelle. Et pour cela, on va valoriser leurs données à travers une offre de services et des briques technologiques que l'on met à disposition de nos clients pour justement gérer l'intégralité des cycles de vie de l'intelligence artificielle. Depuis les phases de cadrage, de conception, de développement, de déploiement, jusqu'au passage à l'échelle dans les opérations. Fieldbox est une société qui, depuis 2014, propose ses solutions d'intelligence artificielle sur les 5 continents. Vous le voyez à travers les cercles noirs qui représentent les géographies de nos clients. Nous avons 3 bureaux, 2 bureaux en France, le siège qui est à Bordeaux, une antenne qui est à Paris et une filiale à Singapour qui va adresser le marché asiatique. C'est aujourd'hui 100 salariés, principalement des ingénieurs, qui sont des data scientists issus à la fois des grandes écoles de la data science, mais également des écoles d'ingénierie pour justement apporter cette compréhension des problématiques métiers de nos clients. Et puis dans nos équipes, on a également des professionnels du domaine de l'IT et de l'industrie pour justement faire la cohérence entre nos solutions et les problématiques de nos clients. Concernant notre croissance, aujourd'hui elle est indépendante et organique. C'est une croissance que l'on mène avec nos clients. Et vous pouvez voir un certain nombre de nos clients en dessous de la diapositive, notamment des clients dans le domaine de l'énergie, du transport, de l'eau, mais également de l'industrie manufacturière et des procédés. Et c'est justement ces clients qui vont porter notre croissance. On est également accompagné de différents partenaires, comme la région Nouvelle-Aquitaine, qui va nous permettre d'avoir une présence locale avec les entreprises et les différentes collectivités. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment l'IA peut-elle aujourd'hui elle peut aider l'entreprise. Comment elle peut aider l'entreprise concrètement en termes d'empreinte notamment, c'est aussi le sujet du jour, l'empreinte énergétique des industries, qu'il soit question finalement d'usage, de monitoring, mais aussi de production. L'IA est à tous les niveaux de l'échelle. Comment ça se passe concrètement pour pouvoir accompagner ces entreprises ? Alors concrètement, je vous ai présenté ici un certain nombre de cas d'usage que l'on retrouve chez nos clients industriels. Donc on va réaliser avec ces entreprises qui ont une expertise qui est rare et difficilement réplicable, des solutions d'intelligence artificielle qui vont permettre d'optimiser la production. Donc on parle ici de production plus rentable mais également plus durable. On va travailler sur des problématiques de contrôle de processus, comment l'IA peut permettre le paramétrage de machines pour optimiser les process et pour garantir l'homogénéité de la production tout au long du processus. On va avoir également des sujets de contrôle qualité qui permettent de réduire les productions de rebut et d'autres cas d'usage. On va également travailler sur la gestion de l'énergie et la maintenance prédictive que je vais vous développer un petit peu plus dans 3 exemples concrets. Le premier exemple, c'est la société Valorem. C'est une société avec laquelle on a démarré un projet d'innovation qui est porté par la région Nouvelle-Aquitaine. On l'a démarré en mars 2021. Et cette société est spécialisée dans la production, l'exploitation et la maintenance des énergies renouvelables. Et en combinant l'expertise de Fieldbox sur l'intelligence artificielle et l'expertise de Valorem dans les énergies renouvelables, on permet d'optimiser la performance des parcs photovoltaïques. Et on va par exemple travailler très en amont sur le suivi de la performance en temps réel des parcs photovoltaïques pour identifier au plus vite des sous-performances qui jusqu'alors n'étaient pas détectées par les équipements de surveillance qui étaient en place. On va également anticiper des défauts sur les installations pour garantir la disponibilité des parcs grâce à la maintenance prédictive. Et l'objectif final, c'est d'avoir des parcs qui vont maximiser leur production tout au long de l'année en fonction des contraintes environnementales. Un deuxième cas d'usage qui illustre bien, selon moi, justement, comment les industries lourdes opèrent elles-mêmes une transition énergétique. On est sur cette photo dans le cadre d'une cimenterie
Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'environnement de l'industrie cimentière représente 6% de l'émission des gaz à effet de serre dans le monde. Depuis les années 90, ils opèrent énormément d'activités pour réduire leur empreinte carbone. Et un des assets clés qu'ils utilisent dans la production de ciment, c'est leur four. Et justement, l'intelligence artificielle permet de créer des algorithmes qui vont réduire la variabilité de ce four. Et en fait, c'est assez simple. Le four va avoir une variabilité et en fonction des baisses de température, il va falloir réinjecter des combustibles dits polluants. En stabilisant et en homogénéisant la chaleur dans l'intérieur du four, on va être capable de remplacer ces combustibles polluants par des combustibles dits secondaires. On a réussi justement à augmenter de 11% l'utilisation de ces combustibles secondaires avec l'objectif de respecter les valeurs limites d'émission. Et la façon dont on procède, c'est qu'on va encapsuler l'expertise métier des meilleurs opérateurs, des experts du domaine du four, dans des modèles d'intelligence artificielle pour reproduire justement les meilleurs paramétrages et les meilleures recommandations pour les opérateurs qui vont travailler sur tout le cycle de vie de la cimenterie. Un troisième exemple qui est intéressant, je pense, sur la notion de garantir l'intégrité des infrastructures hydroélectriques. Là, c'est un partenariat qu'on a réalisé avec Alperia, qui est une société italienne spécialisée dans la production d'énergie électrique. Et on va travailler sur ces conduites forcées que vous voyez dans l'image, qui sont des installations lourdes, qui sont également des installations peu accessibles. Et justement, l'intelligence artificielle va permettre d'anticiper des risques de casse sur ces installations en mesurant, grâce à des capteurs GPS, les contraintes de force qui pèsent sur ces conduites forcées, pour justement protéger les populations qui sont autour des installations en contrebas de la montagne, et puis également protéger les opérateurs qui interviennent. On va avoir à la fois un enjeu de sécurité, mais également de réduction des coûts de maintenance et d'inspection de ces conduites forcées. Alors, et ce sera notre... merci d'ailleurs pour tous ces cas d'usage. C'est très intéressant de voir concrètement comment c'est aussi performant et efficace derrière. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse en premier lieu. Vous êtes un vrai impact maker, du coup, on le voit très concrètement. Alors, on sait que aussi vous êtes présent chez Fieldbox sur la Smart Cities. Beaucoup. Est-ce que vous auriez quelques cas d'usage à nous présenter pour conclure un peu cette keynote, s'il vous plaît? Oui. Alors, avec plaisir, effectivement. La Smart City est un enjeu extrêmement important autour de l'intelligence artificielle. On va voir comment justement l'intelligence artificielle au service de cette transition énergétique peut aider des collectivités. On entend de plus en plus émerger la notion de territoire et ville durable. Et un des enjeux pour ces territoires, c'est d'arriver à associer une politique régionale avec les enjeux territoriaux très terrain. Et il y a aujourd'hui des collectivités qui créent des plateformes de données collectives dans lesquelles les entreprises, les établissements publics, les universités et les citoyens vont pouvoir partager et valoriser de la donnée. Et c'est extrêmement puissant puisqu'en fait, en y associant des cas d'usage avec la data science, on est capable d'améliorer la transition énergétique sur des problématiques, par exemple, d'efficacité énergétique des bâtiments. On va travailler sur des problématiques de mobilité urbaine, également sur des problématiques d'économie circulaire. Un autre exemple, c'est la maintenance prédictive des éclairages. Les éclairages publics, c'est 40% de la consommation électrique des collectivités. On a à peu près 9 millions de points lumineux en France, avec plus de 50% de ces points lumineux qui ont plus de 25 ans. Donc il y a un vrai enjeu de rénovation. En détectant en amont et en localisant les défauts, on est capable d'anticiper le remplacement de ces éclairages et de limiter les déplacements également qui sont tout simplement impactants pour la collectivité, mais également impactants sur l'empreinte carbone des différents opérateurs de maintenance. Un autre exemple, c'est l'optimisation de la production de gaz, et plus précisément de biométhane, donc de biogaz. On travaille avec des centrales d'épuration pour arriver justement à travailler sur le cycle de vie des stations d'épuration pour augmenter le biogaz et réduire l'énergie consommée dans ces stations d'épuration. Et un dernier exemple, pour terminer, c'est la prédiction de consommation. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de faire le lien entre production, distribution et consommation pour faire le lien directement entre les producteurs et les consommateurs dans un environnement où l'énergie renouvelable est intermittente avec des problématiques de stockage. Parfait, merci beaucoup Maxime. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site aussi de Fieldbox. C'était très très intéressant et on te dit à très bientôt. Merci beaucoup, avec grand plaisir. À bientôt.
nous allons maintenant recevoir monsieur Guillaume Lafont, qui est co-CEO de Viscab, qui propose des solutions numériques pour le développement de la transition environnementale des bâtiments. Est-ce que Guillaume, tu m'entends? Oui. Parfait. Je crois qu'il y a quelques slides à nous faire découvrir pour pouvoir soutenir ton propos. Je t'en prie, quand tu veux. C'est ça, on vous a proposé quelques slides. Moi, je les partage déjà. Je ne sais pas si c'est OK de votre côté. C'est OK. C'est OK. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume, le cofondateur et CEO de Viscab. Je vous remercie beaucoup de nous laisser l'occasion de vous présenter l'avancée de nos travaux et puis aussi notre équipe. Viscab, ça veut dire visualisation de l'impact carbone du bâtiment, et on se positionne comme le premier éditeur de solutions SaaS, Software as a Service, spécialiste de la maîtrise de l'impact carbone du bâtiment. Vous savez qu'aujourd'hui, nos sociétés en général, mais le secteur de la construction est confronté à un défi sans précédent, celui de maîtriser son impact carbone, parce qu'avec près de 40% des émissions de gaz à effet de serre, quand on raisonne à l'échelle globale, entre la part des bâtiments d'exploitation, que vous voyez 28%, et puis toute la part du carbone qui est contenue dans les matériaux de construction, ça en fait le poids lourd à l'échelle mondiale. C'est un petit peu moins en France, parce qu'on a un mix énergétique plus nucléaire, donc un peu plus décarboné, mais le parc existant et le neuf est une cible de choix pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, et puis c'est une cible de choix aussi du législateur. Il a pas ses ordres de grandeur lui ont pas échappé, donc il y a partout en Europe des réglementations qui se mettent en œuvre. Et d'ailleurs, au-delà, puisque les principales grandes mégalopoles américaines imposent maintenant des quotas carbone pour la délivrance des permis de construire. Ça va être vrai aussi pour Greater London dès 2023. Donc, vous voyez un mouvement de fond qui impose à tous les acteurs de l'immobilier et de la construction de se mobiliser. Et en France, qu'est-ce qui va se passer? À partir du 1er janvier 2022, la future réglementation bâtiment, la RE 2020, donc qui va arriver avec 18-24 mois de retard, un petit peu parce qu'il fallait du temps pour régler la mire et puis aussi à cause du Covid. Elle va rentrer en force, cette réglementation bâtiment, et elle va imposer des seuils carbone à ne pas dépasser pour chaque permis de construire neuf, d'abord en logement et bureau, puis après à tous les usages du marché. Et l'arrivée d'un indicateur carbone avec des calculs qu'il faudra produire avec une obligation de les livrer avant tout démarrage de chantier. Alors, tout le monde, quand vous interrogez les professionnels, tout le monde, a priori, ou la quasi-totalité des gens qu'on croise, nous, depuis plusieurs années, qu'on développe Viscab, sont OK pour construire plus sobre et décarboné. Le problème, c'est que quand on regarde les études récentes qui ont été livrées par Autodesk, je crois que c'est des maîtrises qui datent de 2020, il y a plus de 80% des projets qui sont hors budget et hors délai. Dans une industrie qui est très proche de ses marges, parce que les marges sont très tenues en immobilier et construction. Récemment, un rapport du Sénat indiquait que les professionnels prévoyaient des augmentations de coûts de construction de l'ordre de 5 à 10%, peut-être un petit peu pessimiste, mais quand même, c'est quasiment les taux de marge qu'on fait du côté des entreprises générales. Et que sur un projet type de bâtiment, 50 logements, un projet type de logement collectif, les honoraires qui sont nécessaires pour faire ces calculs carbone, c'est entre 5 et 10 000 euros en amont, et puis 20 à 50 000 euros sur tout le projet en fonction du niveau de finesse qu'on souhaite avoir. Donc finalement, tout le monde est OK, mais les conditions économiques sont pas réunies pour engager les acteurs de façon sécurisée sur ces sujets. Et par rapport à ce champ de contraintes, qu'est-ce que nous on offre chez Viscab? On offre de l'automatisation afin de réduire tous les temps de traitement et les non-qualités liées à la collecte de l'information et au traitement de cette information. Utiliser de la prise de décision grâce à la data et grâce à des approches statistiques pour augmenter la sécurité et l'engagement des acteurs. Faire, grâce à nos solutions, que cette approche de maîtrise de l'impact carbone soit pas la responsabilité et l'apanage de quelques spécialistes, mais qu'on puisse engager les efforts des différentes parties prenantes sur un projet de construction de façon collaborative. Et puis, je l'ai cité en préambule, adresser l'enjeu numéro 1 du secteur, c'est-à-dire permettre aux acteurs de pouvoir s'engager dans la démission des émissions de gaz à effet de serre de leur projet par projet, mais à des prix qui soient maîtrisés, parce qu'on sait que ça se passera pas sinon si on n'arrive pas à donner de la sécurité économique à nos clients.
Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On a développé deux outils dans la gamme Viscab qui va continuer de s'étoffer, mais aujourd'hui, il y en a deux qui sont disponibles. Le premier, c'est Viscab Eval, c'est celui que vous avez en bas. Il est classiquement utilisé par des ingénieries qui sont mobilisées sur un projet. Et avec un outil comme Viscab Eval, on va faire ce qu'on appelle un calcul réglementaire. Il ne l'est pas encore, mais à partir du 1er janvier 2022, il le deviendra. Chaque permis de construire neuf devra en produire un. Et on va l'utiliser ça à partir du moment où on a un stade de définition plutôt avancé. Ce que nous, on a voulu aussi amener en plus avec Viscab Explo, qui est notre deuxième produit, c'est de permettre aux acteurs, dès les stades de programmation, c'est-à-dire au moment même, on est en train de rédiger le cahier des charges d'un futur bâtiment, au moment même, on est en train de développer le bilan d'opération de ce bâtiment, et puis que les premiers coups de crayon vont être donnés par l'architecte, il nous fallait proposer quelque chose qui permette de caler les budgets carbone. Alors à un moment même, on a peu d'informations, et donc ça a été notre ambition avec Viscab Explo, c'est de sortir un outil innovant qui permette aux décideurs, qui peuvent être le maître d'ouvrage immobilier, promoteur, bailleur social, l'architecte qui va être mobilisé, qui va piloter toute une équipe de maîtrise neuve, de calibrer un budget carbone pour son projet, le sécuriser en comparant des stratégies et puis en validant celle qui lui permet d'atteindre l'objectif qui lui est fixé à un prix et on va dire, dans des conditions techniques qu'il maîtrise. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Viscab Eval, je vous expliquais juste précédemment, c'est un outil de calcul réglementaire. Ça veut dire que c'est un ingénieur ou technicien qui va collecter de la donnée, renseigner cette donnée. On va se connecter à une base de données qui s'appelle INIES, qui est la base de données qui recense tous les impacts environnementaux des différents matériaux de construction. Ça va du béton en passant par l'isolant, la menuiserie, etc. Et grâce à Viscab Eval, l'utilisateur va pouvoir visualiser et optimiser les niveaux énergie carbone qu'il atteint et les optimiser jusqu'à trouver le bon, on va dire, rapport coût-performance. Et à la fin, il peut automatiquement éditer un rapport d'étude qui va être conforme à la future réglementation et qui va attester de l'atteinte et de la maîtrise des niveaux carbone. Viscab Explo, c'est plus technologique, c'est plus puissant. Ça permet en fait, dès l'amont du projet, d'utiliser une donnée d'entrée qui est relativement sommaire et dont on dispose en début de projet, c'est la volumétrie du projet, donc c'est la forme du futur bâtiment. Donc ça peut être une capacité réglementaire ou une volumétrie issue d'une fiche de l'eau, par exemple dans un projet d'aménagement public, quand il y a des droits de cession foncière par une collectivité auprès d'opérateurs, bailleurs sociaux ou privés. Donc on a une donnée relativement sommaire. Donc quelle forme ça a? On vous demande aussi deux autres questions. Où est-ce que c'est? Pour figer un fichier météorologique et puis recenser les réseaux de chaleur qui peuvent être à disposition, parce que les réseaux de chaleur et le vecteur énergétique est important dans l'impact carbone du bâtiment. Et qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, avec Viscab Explo, on n'adresse pas tous les usages, contrairement à Viscab Eval. On adresse le logement collectif en neuf et le bureau en neuf. Et une fois qu'on a renseigné ces quelques informations du côté de l'utilisateur, qui peut être donc un décideur, momentanément, donc il faut quelques minutes, on a fini de travailler et c'est Viscab Explo qui va prendre le relais et qui va générer 10 milliers de scénarios qui sont des combinaisons de paramètres architecturaux, techniques, constructifs. Et ces simulations, et ces scénarios vont être simulés d'un point de vue énergie carbone. Et donc ensuite on va restituer ça. Donc c'est ce que va faire Viscab Explo pour son utilisateur. C'est une espèce d'énorme base de données. Et plutôt que ça soit sous la forme d'un tableau Excel qui serait imbitable, on restitue ça sous la forme de data visualisation. C'est comme une table de mixage. On va pouvoir jouer non pas avec les graves et les aigus, mais pincer la performance et se rendre compte facilement de la performance qui est atteignable sur le projet, de l'impact d'un choix qu'on va faire sur un paramètre par rapport à cette performance, ou même d'un choix qu'on va faire sur un paramètre sur les autres paramètres. Ah bah tiens, si je veux construire en béton, isolé en laine de verre, me chauffer au gaz, et peut-être que je pourrais pas mettre moins de 30% de ma toiture solaire en panneaux solaires photovoltaïques. Et ça, c'est important de le savoir dès le début, au moment de l'esquisse et du bilan d'opération. Et Viscab Explo est la seule solution qui vous permet de le faire sur le marché, à l'échelle bâtimentaire. Voilà, notre roadmap et notre ambition, c'est de faire Viscab la solution d'ACV bâtiment, donc analyse de cycle de vie, c'est le gros mot pour les calculs carbone, de référence en Europe, en proposant des solutions qui fassent gagner du temps, parce que c'est la première douleur des acteurs, c'est de manquer de temps en fait pour pouvoir pousser des études et bien décider.
des solutions qui soient puissantes parce qu'on s'appuie sur des algorithmes, sur de l'intelligence artificielle et du machine learning qui permet d'amener une profondeur d'échantillonnage beaucoup plus profonde pour pouvoir décider non plus en absolu mais vraiment en relatif. Et puis raisonner en multicritères parce que souvent on va poursuivre un objectif carbone mais aussi énergétique, mais aussi biosourcé, mais aussi de confort, etc., etc. Et bien sûr, collaboratif, je le disais tout à l'heure en intro, il faut pouvoir avoir des outils qui soient impactants, qui fournissent une donnée utile, actionnable et qui permettent d'engager les acteurs pour qu'on se mette autour de la table, chacun puisse exprimer ses contraintes non négociables et qu'on bâtisse des stratégies qui soient robustes parce qu'elles sont partagées entre les acteurs. Qui on est chez Viscab? On est une vingtaine de personnes maintenant. On est un acteur unique parce qu'on mixe des profils ingénierie bâtiment spécialiste des ACV, donc des calculs carbone à l'échelle du bâtiment, et aussi des profils tech, donc pure dev, mais aussi data scientist. Et pour pouvoir développer notre ambition, d'abord pour la France et ensuite sur d'autres pays européens, on a été backé par 2 investisseurs, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, que certains d'entre vous doivent connaître, mais aussi AO PropTech, qui est le plus gros fonds d'investissement dédié aux construction tech et au PropTech, donc au tech de l'immobilier et de la construction en Europe, qui est aussi un fonds qui gère plus de 30 milliards d'euros d'actifs immobiliers en Europe. Donc, c'est des gens qui, et la Caisse et AO PropTech, connaissent très bien notre verticale et ont un gros portefeuille immobilier qui, demain, va nous permettre aussi de travailler sur l'existant. On adresse le neuf parce que la réglementation bâtiment sur le carbone va être d'abord sur le neuf, mais évidemment, on a en ligne de mire l'existant. Parfait, merci beaucoup. Plus de 1000 utilisateurs aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur et je reste dispo pour répondre à vos questions et puis également pour poursuivre la rencontre. Qui peuvent se poser notamment avec cette réglementation du bâtiment en 2022. Donc n'hésitez pas à contacter Guillaume, notamment pour sa relation avec les territoires. Il y a beaucoup d'enjeux sur l'impact énergétique, comment il peut être plus actionnable. Donc on a les contacts, on a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup Guillaume pour cette intervention très très intéressante et on te dit à très bientôt. Retour sur scène, et là je suis ravi d'accueillir Lucie Lamont de chez Bacacia CEO et cofondatrice. Bienvenue. Merci beaucoup. Je t'en prie, tu as un pitch de 10 minutes devant toi. Merci. Alors déjà, je suis ravie d'être ici et puis surtout très contente parce que j'ai vu que mes prédécesseurs avaient bien parlé déjà de l'impact carbone du bâtiment dans l'environnement de manière générale. Et donc c'est chouette, du coup ça me fait économiser quelques slides, donc c'est une bonne nouvelle. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter Bacacia et au-delà de ça, c'est un projet, un nouveau marché qui est arrivé il y a à peu près 5 ans en France qui s'appelle le réemploi. Alors ça paraît tout bête, mais il y a quelques années en France, le réemploi n'existait pas du tout dans le BTP ou alors de manière très informelle, c'est-à-dire au noir, comme vous pouvez l'imaginer, avec aucune traçabilité qui pouvait être possible et surtout les gains financiers du réemploi, donc de la vente des matériaux d'occasion, n'étaient pas engrangés par les maîtrises d'ouvrage. Et donc il y a 4 ans, on a développé une solution que je vais vous présenter maintenant. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on est capable de déposer des bâtiments. Pour rappel, il y a 20 ans, on utilisait des dynamites pour faire sauter les bâtiments, donc c'est quand même un gros changement. Donc vous voyez ici, on est capable de déposer de manière précautionneuse des bâtiments, que ce soit par typologie de gisement. Donc ici, par exemple, des faux plafonds. L'objectif, c'est vraiment de se dire que nos bâtiments sont des mines de matériaux qui existent déjà et qu'on pourrait s'approvisionner en local. Et pour ça, il faut simplement identifier la ressource, pouvoir la cartographier et ensuite la tracer. Donc nous, on a développé une solution qui permet de faire ça, à la fois de l'AMO, donc de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, où on vient accompagner les maîtres d'ouvrage sur l'implémentation de logiques d'économie circulaire. Et enfin, on a également une place de marché digital. Alors c'est tout bête, on n'a pas inventé la roue, c'est vraiment très basique, c'est comme le Bon Coin, mais pour les pros du BTP. Donc derrière, pas de grosses technologies. Le but, c'est simplement de mettre la ressource à disposition. Donc là, vous voyez, c'est la plateforme que je vous invite à aller consulter. Vous serez assez étonnés de voir les typologies de matériaux qu'il peut y avoir dessus. On ne s'attend pas forcément à trouver des WC d'occasion. Voilà les différentes typologies. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous les décrire parce que ce n'est pas forcément intéressant pour l'ensemble des personnes qui nous regardent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a uniquement 17% des matériaux qui sont neufs et issus de surplus. 83%, ils sont issus de la déconstruction. Donc c'est vraiment des matériaux de seconde œuvre d'occasion qu'on vient déposer et revendre et qui ont déjà eu une première vie. Ça, c'est donc la méthodologie d'AMO. On a beaucoup parlé donc de réglementation, de calcul d'impact carbone. C'est bien évidemment des choses qu'on fait. Derrière, on a aussi développé des nouveaux diagnostics. Avant, quand on faisait un diagnostic sur un bâtiment, on voyait uniquement les déchets. Et aujourd'hui, on va avoir les ressources et donc tous les matériaux qui peuvent être soit recyclés, soit réemployés. Et c'est très important. Et donc, c'est une des méthodologies qu'on a développées en 4 ans.
Du coup, ça, c'est la slide que je peux passer, donc, puisque justement, on en a beaucoup parlé avant. Donc, le but, c'est bien sûr d'avoir un impact environnemental sur les opérations. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment à un tournant. En fait, le marché du réemploi, il est en train d'évoluer énormément. Il n'existait pas il y a 4 ans. Et aujourd'hui, il est encore bien différent. Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on a une question quand même. Voilà, suite à cette présentation très intéressante. Alors, ce marché du réemploi, il fait aussi aujourd'hui face à un revirement de son évolution. Hein. On peut aussi le rappeler, hein, contre toute attente, les acteurs ils doivent beaucoup s'engager finalement sur la théorie davantage que sur du concret. Hein, tu me diras si j'ai tort, mais on voit quand même cette tendance. Comment est-ce qu'on y fait face? Et en particulier chez Bacassia. Oui, c'est très intéressant, justement, c'est un point qu'on n'avait pas anticipé et ça fait à peu près depuis, je pense, 6 mois qu'on voit ça. En fait, au départ, le réemploi, quand on l'a lancé, il n'y avait vraiment rien du tout qui existait. Et au fur et à mesure, les maîtres d'ouvrage s'en sont emparés, le sujet parle bien, il séduit beaucoup. Et c'est important de voir que tous les acteurs sont très engagés et ont envie de prendre le virage, mais qu'ils ont du mal à le prendre. Et donc ça, c'est un vrai sujet, je pense, que l'ensemble des solutions doivent aborder aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe donc pour le réemploi en particulier, c'est donc on est parti de rien, une feuille blanche. On a développé des phases théoriques qui sont les fameux diagnostics dont j'ai parlé, le calcul de l'impact carbone qui n'existait pas, qu'on a dû calculer, qu'on a dû inclure dans les labels. Donc il y a eu vraiment un gros effort de la profession. Mais aujourd'hui, c'est un peu que de la théorie. Et en pratique, donc l'ensemble des grands groupes vont aussi se mettre sur ces sujets du réemploi, ce qui est génial. Et c'est vraiment un marché en essor. Mais en pratique, il n'y a pas grand-chose qui existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau faire des diagnostics, derrière, il faut le terrain, il faut être capable de vraiment trouver une seconde vie à ces matériaux. Et donc, si on les identifie comme ayant du potentiel, mais que finalement, on finit par les mettre à la benne, la question, c'est où est le sens? Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui avec Bacassia. Et donc, l'objectif, c'est de trouver des nouvelles briques, des nouveaux acteurs. Quand on s'est lancé, on est une marketplace. Donc, notre but, c'est d'agréger la demande et l'offre. Et donc, on pensait qu'il y aurait plein de petites ressourceries dédiées aux bâtiments qui se développeraient. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu, mais type ce qu'on peut avoir pour les vêtements ou pour les objets, des petites brocantes qui se développeraient sur tout le territoire national. Ces acteurs, malheureusement, ils n'ont pas émergé. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et donc, il y a très peu d'acteurs qui, de manière très concrète, vont venir sur le terrain, prendre vos matériaux d'occasion et leur donner une seconde vie. Et donc, l'ensemble du travail de Bacassia, c'est de sortir complètement du modèle start-up, de sortir de la tech pour aller dans du concret et de la logistique. Donc voilà, c'est un peu les nouvelles avancées. Alors, ce ne sera peut-être pas sous Bacassia que ça sera fait. Et justement, j'appelle un peu tous les acteurs qui ont envie de se lancer vraiment créer un maillage physique pour massifier cette industrie à se lancer et à venir me parler s'ils le souhaitent. Et encore une fois, on est sur une mine de matériaux dont on n'a pas forcément conscience. Le premier réflexe, ce serait de se dire que c'est plus du déchet que du matériau. Et vous souhaitez aussi le valoriser pour que derrière, concrètement, en plus, s'en resservir. C'est ça. Exactement. C'est le réemploi. Exactement ça. En fait, voilà, c'est du matériau d'occasion. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage, ce retour d'expérience et tous ces insights. À très bientôt. Au revoir.